Le passé, un territoire inexploré pour certains, un cimetière d'idées oubliées pour d'autres. Mais saviez-vous qu'il renferme des secrets terrifiants, des pratiques médicales dignes des pires cauchemars, des méthodes barbares qui vous glaceront le sang et vous feront remercier le ciel de vivre au XXIe siècle. Préparez-vous à explorer les recoins les plus sombres de l'histoire de la médecine, là où la superstition se mêlait à la science et où la souffrance était souvent le seul remède. Des trépanations aux saignées, en passant par des traitements à base de mercure et des bains glacés pour soigner l'hystérie, vous découvrirez comment nos ancêtres tentaient de repousser les frontières de la médecine, parfois à un prix effroyable. Alors, si vous êtes prêt à affronter les fantômes du passé médical, attachez vos ceintures, car le voyage s'annonce aussi fascinant que terrifiant. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour ne rien manquer. Imaginez un instant, une douleur vous tenaille, des voix résonnent dans votre tête, vous plongeant dans un abîme de souffrance. Vous êtes persuadé d'être possédé, hanté par des forces obscures. Dans un dernier espoir, vous vous adressez au guérisseur du village. Son diagnostic ? Un esprit malin s'est logé dans votre crâne. Le remède ? La trépanation. Et oui, vous avez bien entendu. La trépanation, cette pratique ancestrale qui consistait à percer un trou dans le crâne, était considérée comme la solution miracle pour libérer les mauvais esprits. Armé d'outils rudimentaires, le guérisseur s'attaquait à votre boîte crânienne, sans anesthésie bien sûr. Le bruit sourd de l'os qui cède, les éclats d'os qui volent, le sang qui gicle. Un spectacle d'horreur qui, croyez-le ou non, était pratiqué depuis des millénaires. On a retrouvé des crânes trépanés datant du néolithique, preuve que cette pratique barbare a traversé les âges. Mais pourquoi diable infliger une telle souffrance ? Pour nos ancêtres, la réponse était évidente. Le crâne était le siège de l'âme, et percer un trou permettait aux mauvais esprits de s'échapper, libérant ainsi le malade de ses maux. Étonnamment, certains patients survivaient à cette opération cauchemardesque. Imaginez un instant le soulagement de ceux qui, après avoir enduré une telle épreuve, se sentaient enfin libérés de leurs tourments. Était-ce un effet placebo, un hasard, ou bien la preuve que la trépanation avait réellement un effet bénéfique ? Quoi qu'il en soit, la trépanation reste l'une des pratiques médicales les plus terrifiantes du passé. Un témoignage glaçant de la souffrance que nos ancêtres étaient prêts à endurer pour guérir leur corps et leur esprit. Si vous aviez la malchance de tomber malade il y a quelques siècles, il y a de fortes chances que votre médecin vous prescrive une bonne saignée. Cette pratique, considérée comme la solution miracle pendant des siècles, consistait à prélever des quantités parfois importantes de sang au patient, dans le but de le guérir de ses maux. Fièvre, saignée. Migraine, saignée. Peste bubonique, saignée, bien sûr. On pensait que le sang était le vecteur des maladies et que le retirer permettait de rétablir l'équilibre des humeurs. Ces fameux fluides corporels qui, selon la médecine antique, régissaient notre santé. Imaginez la scène. Vous êtes allongé, le bras tendu, tandis que le barbier du coin, souvent chargé des saignées en l'absence de médecin, incise votre veine avec un instrument plus ou moins aiguisé. Le sang coule à flot, remplissant un récipient en métal. Plus le sang est rouge vif, meilleur est le pronostic, pensait-on. Ironie du sort, la saignée, loin de guérir, affaiblissait davantage les patients, les conduisant parfois à une mort certaine. On estime que la pratique a causé la mort de millions de personnes à travers l'histoire, dont certaines figures célèbres, comme le roi Louis XIV et le président George Washington. Mais comment une pratique aussi absurde a-t-elle pu perdurer pendant des siècles ? La réponse est simple, l'ignorance. À une époque où l'on ne comprenait pas le fonctionnement du corps humain, la saignée offrait une illusion de contrôle sur la maladie. Heureusement, avec l'avènement de la médecine moderne, cette pratique barbare a progressivement disparu, laissant place à des traitements plus efficaces et surtout moins dangereux. Imaginez une salle d'opération aseptisée, un patient attaché à une table, le regard perdu dans le vide. Un médecin s'approche, un instrument pointu à la main, prêt à s'attaquer à l'organe le plus complexe du corps humain, le cerveau. Non, ce n'est pas le scénario d'un film d'horreur, mais bien la réalité de la lobotomie, une pratique médicale qui a marqué le XXe siècle d'une pierre noire. Inventée dans les années 1930, la lobotomie était présentée comme un traitement miracle pour les maladies mentales. Schizophrénie, dépression, anxiété, la liste des maux que la lobotomie prétendait soigner était longue. Le principe, sectionner les connexions nerveuses dans le lobe préfrontal,
la partie du cerveau responsable des émotions, du comportement et de la personnalité. Comment? En insérant un instrument, souvent un pic à glace modifié, à travers l'orbite de l'œil ou le crâne du patient et en remuant pour sectionner les fibres nerveuses. Une opération aussi brutale qu'approximative, réalisée sans réelle connaissance du fonctionnement du cerveau. Les conséquences de la lobotomie étaient de souvent dévastatrices. Si certains patients semblaient plus calmes après l'opération, c'était souvent au prix d'une perte d'identité, d'émotion et de capacité intellectuelle. La lobotomie transformait des êtres humains en zombies apathiques, incapables de penser par eux-mêmes. Malgré les critiques et les résultats souvent catastrophiques, la lobotomie a connu un engouement certain dans les années 1940 et 1950. Des milliers de personnes à travers le monde, souvent contre leur gré, ont subi cette intervention barbare, transformant les hôpitaux psychiatriques en véritables mouroirs. Heureusement, la lobotomie a progressivement été abandonnée dans les années 1960 avec l'arrivée de médicaments psychotropes plus efficaces et moins invasifs. Elle reste un exemple terrifiant des dérives de la médecine et de l'importance de la recherche et de l'éthique dans le domaine de la santé mentale. Chapitre 5. Les bains de sang. La quête macabre de la jeunesse éternelle. Plongeons ensemble dans les méandres d'une pratique aussi macabre qu'insolite. Les bains de sang. Oubliez les eaux thermales aux vertus apaisantes. Ici, on s'immerge dans un liquide bien plus viscéral. Une pratique qui nous vient tout droit de l'Antiquité, où le sang était perçu comme la source de la vie, de la jeunesse et de la vigueur. Imaginez un instant, Rome antique. Un soleil de plomb écrase la cité. Dans l'ombre d'un palais opulent, une scène pour le moins étrange se déroule. Un homme d'un certain âge, le visage marqué par le temps, s'apprête à prendre un bain de sang. Du sang de jeune vierge, sacrifié pour l'occasion, censé lui redonner sa vigueur perdue. Cette pratique barbare, bien que difficile à prouver historiquement, témoigne de la fascination malsaine de l'homme pour la jeunesse éternelle. On pensait que le sang jeune, plein de vitalité, pouvait être transmis à ceux qui s'y baignaient, leur insufflant une nouvelle jeunesse. Au fil des siècles, la pratique des bains de sang a évolué, perdant de sa violence originelle, mais conservant son côté macabre. Au Moyen-Âge, on racontait que certaines femmes âgées payaient des jeunes filles pour obtenir leur sang menstruel, censé posséder des vertus rajeunissantes. Bien évidemment, aucune preuve scientifique ne vient étayer ces croyances. Les bains de sang, au-delà de leur aspect sordide, étaient totalement inefficaces et potentiellement dangereux. Le sang, loin d'être un élixir de jouvence, est un vecteur de maladie. Les bains de sang restent un exemple frappant des dérives de la quête de l'immortalité. Une quête qui, encore aujourd'hui, pousse certains à recourir à des pratiques douteuses et potentiellement dangereuses. Chapitre 6. L'hydrothérapie et l'hystérie. Le choc glacé de la raison. Au XIXe siècle, l'hystérie féminine était un diagnostic médical courant, utilisé pour expliquer un large éventail de symptômes féminins, de l'anxiété à la dépression, en passant par l'insomnie et l'irritabilité. Et parmi les traitements les plus en vogue pour soigner cette supposée maladie, on retrouvait l'hydrothérapie, une méthode qui, sous ses airs de cure thermale, cachait une réalité bien plus glaçante. Imaginez, vous êtes une femme du XIXe siècle, souffrant de troubles que la médecine de l'époque peine à comprendre. On vous diagnostique une hystérie et on vous prescrit un traitement à l'eau censé calmer vos nerfs et rétablir votre équilibre mental. Jusque-là, rien d'alarmant. Sauf que l'hydrothérapie pour soigner l'hystérie ne ressemblait en rien à une après-midi détente dans un spa. On vous plongeait dans des bains glacés, on vous aspergeait de jets d'eau glaciale, on vous enveloppait dans des draps froids et humides. Le but? Provoquer un choc thermique censé calmer vos nerfs et purifier votre corps. En réalité, ces traitements étaient traumatisants pour les femmes qui les subissaient. Loin de les guérir, ils aggravaient souvent leurs symptômes, les plongeant dans un état de stress et d'angoisse profond. L'hydrothérapie pour soigner l'hystérie était symptomatique d'une époque où le corps des femmes était perçu comme fragile, instable et nécessitant d'être contrôlé par la médecine. Une vision patriarcale qui a perduré pendant des siècles, reléguant les femmes au rang de malades imaginaires. Heureusement, avec l'évolution des mentalités et des connaissances médicales, l'hystérie a disparu des manuels médicaux et l'hydrothérapie a perdu son statut de traitement miracle. Chapitre 7. La manipulation, manuel et l'hystérie.
l'indécence médicale au nom de la guérison. L'hystérie féminine, ce mal étrange et fourre-tout du 19e siècle, a servi de prétexte à des pratiques médicales plus choquantes les unes que les autres. Parmi elles, la manipulation manuelle occupe une place à part, tant par son caractère intrusif que par la violence symbolique qu'elle représente. Imaginez, vous êtes une femme du 19e siècle, diagnostiquée hystérique. Votre médecin, un homme bien sûr, vous propose un traitement révolutionnaire pour vous soigner, la manipulation manuelle. En pratique, il s'agit de massage, de pression et même de stimulation des organes génitaux censés libérer votre énergie bloquée et vous guérir de vos maux. On vous assure que ces manipulations sont purement thérapeutiques, mais comment ne pas y voir une forme d'abus de pouvoir, une exploitation de la vulnérabilité des femmes au nom de la science. Ces pratiques, loin de soigner l'hystérie, contribuaient à la sexualiser, à la réduire à un dysfonctionnement de l'appareil reproducteur. Les femmes étaient souvent encouragées à atteindre la crise de nerfs, un état d'excitation hystérique proche de l'orgasme, censé les purger de leur mal. Un spectacle à la fois pathétique et révoltant, où la souffrance des femmes était mise en scène au nom de la guérison. Heureusement, ces pratiques barbares ont progressivement disparu au début du XXe siècle, grâce à l'émergence de la psychanalyse et à une meilleure compréhension des troubles mentaux. La manipulation manuelle pour soigner l'hystérie reste un exemple glaçant de la façon dont la médecine a pu être instrumentalisée pour contrôler et opprimer les femmes. Un rappel nécessaire pour ne jamais oublier les erreurs du passé et construire un avenir où la santé des femmes est prise au sérieux, avec respect et dignité. Voilà, le voyage au cœur des pratiques médicales les plus terrifiantes du passé touche à sa fin. De la trépanation au bain de sang, en passant par la lobotomie et les traitements au mercure, nous avons exploré les recoins les plus sombres de l'histoire de la médecine. Des pratiques qui nous glacent le sang aujourd'hui, mais qui étaient considérées comme révolutionnaires à l'époque. Ces histoires nous rappellent que la médecine est en constante évolution, et que ce qui nous semble absurde aujourd'hui était peut-être considéré comme la panacée il y a quelques siècles. Elles nous invitent à l'humilité face aux connaissances scientifiques, et à la prudence face aux promesses de guérison miracle. Si cette vidéo vous a intrigué, abonnez-vous et laissez un like. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.